Xavier Freland, bonsoir. Bonsoir. On vous connaît bien ici, François-Xavier. On est ravis de vous accueillir. Vous avez travaillé longtemps chez nous. Grand reporter, journaliste, romancier aussi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous invite ce soir. Et vous publiez le 15 octobre un roman, L'Arbre des Voyageurs, roman publié aux éditions Magellan et compagnie. Et donc, c'est un roman pour enfants. Maintenant, vous racontez des histoires, non pas aux adultes, mais aux enfants. Et c'est l'histoire du petit Thierry, qui est un petit garçon du peuple Zafmaniri, qui va devoir sauver sa forêt. Racontez-nous un peu. Alors, en fait, voilà, les Afmanirs, c'est une ethnie qui se trouve au centre de Madagascar. Et ce petit garçon, un jour, va sur le tombeau familial et tout d'un coup, son ancêtre, son arrière-grand-père, lui fait passer un message, lui parle. Et pour lui dire, eh bien, écoute, dis à ton père qui est menuisier, donc menuisier d'art, hein, vous l'avez dit, ce sont des gens connus, les Afmanirs, pour leur travail du bois. Eh bien, il dit donc à ce petit enfant, dis à ton père qu'il faut qu'il arrête de couper du bois parce que bientôt, il n'y en aura plus et vous ne pourrez plus vivre de ce bois puisque ce sont des menuisiers. Donc le petit enfant est un peu perdu, c'est la première fois qu'il entend son arrière-grand-père, mais il prend le message très, très au sérieux et il essaye de prévenir son père qui évidemment ne le croit pas, etc. Donc on rentre dans une intrigue qui mêle à la fois un message écologique contre la déforestation et puis évidemment le rapport aux anciens, le rapport aux esprits. Alors justement, on va reparler, mais peut-être un mot déjà sur la culture Zafmaniri. Ils sont environ 25 000, je crois, ce peuple qui vit sur les terres centrales de Madagascar, voilà. C'est bien ça. Et ils sont célèbres en fait parce qu'ils travaillent le bois. Peut-être qu'on peut voir quelques images de leur artisanat qui est inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO. Toutes les surfaces en bois de ce peuple, que ce soit sur les portes des maisons, sur les ustensiles de cuisine, est sculptée. Et en fait, chacune de ces sculptures a une signification. Oui, c'est très impressionnant. Pour ma part, j'y étais allé lors d'un reportage, lors d'un livre que j'ai écrit pour l'UNESCO, Saisir l'immatériel, en 2006, à l'époque où je vivais à Madagascar. Et en fait, j'avais été assez impressionné par en fait, toute cette magie autour des maisons. C'est-à-dire qu'en gros, il y a des symboles inscrits sur les maisons, surtout, qui sont parfois une forme de soleil. Vous avez différents signes particuliers qui tous veulent dire quelque chose. En général, par exemple, on fait un symbole spécial pour parler de la famille, la solidarité. Donc, c'est toutes les valeurs de l'ethnie. Et c'est très beau, évidemment. C'est un travail sur bois qui est extrêmement riche, difficile. Et on en trouve, comme vous l'avez dit, sur tous les ustensiles, les outils. Donc, je voulais évidemment raconter ça pour rendre hommage à ce savoir-faire qui, comme vous l'avez dit, est protégé par l'UNESCO. Est protégé par l'UNESCO. En fait, dans cette histoire-là, on a beaucoup parlé de leur artisanat et de leur travail sur le bois. En fait, votre roman, il ne parle pas seulement de ça, il parle aussi d'environnement, comme vous l'avez dit. Oui. Il parle du rapport aux ancêtres, du rapport aux morts. Il parle de la culture de ce peuple. Est-ce que ça n'a pas été finalement touffu d'appréhender tous ces aspects de la culture de ce peuple? Non, parce que d'abord, je voulais écrire un conte ou une fable africaine. Et vous savez très bien qu'en Afrique, le rapport, par exemple, aux anciens est très important. Le respect des anciens est quelque chose de très important. Je dirais, de Bamako à Antananarive, il s'avère que j'ai vécu dans les deux pays. Et j'ai trouvé d'ailleurs des liens... C'est ce que vous racontez d'ailleurs, le rapport aux morts. Par exemple, il y a des cultes aux ancêtres et aux morts à Madagascar. Très important, on dénigre pas les morts, comme parfois peut-être dans nos sociétés occidentales, où on a perdu le lien avec les anciens et les esprits. Là-bas, c'est tout le contraire. Par exemple, vous changez le linge du mort chaque année, c'est une fête, on va le sortir du tombeau, on le promène dans la ville, on boit du rhum, et c'est une fête pour essayer un petit peu de lui redonner vie, parce que l'esprit est très important, on vit avec. Donc dans ce livre, évidemment, je voulais rendre hommage à ça, qui n'est pas seulement une croyance, en fait, qui est aussi une manière... philosophie, au fond. Une philosophie, exactement, une manière de vivre. Une conception de l'existence, c'est ça, Marie-Julie. Dans le roman de Léonora Miano, on voit ça aussi. On retrouve ça. Oui, voilà. Et c'est très important. Et ça m'a surpris parce qu'en fait, quand j'ai vécu après à Bamako, et je suis beaucoup allé au pays d'Ogon, malheureusement aujourd'hui un pays qui est menacé par le terrorisme, le pays d'Ogon, c'est pareil, ils ont une cosmogonie avec des symboles très importants, et on avait ce rapport aux esprits, le pays mandingue aussi, au Mali, très important, donc c'est quelque chose qu'on retrouve finalement de manière assez générale dans plusieurs pays d'Afrique, mais à Madagascar c'est très vivant, très prononcé, et finalement ça vous permet aussi d'avoir moins peur de la mort aussi. Et c'est pour ça que je voulais aussi dans ce livre appréhender la mort sans que ça soit un tabou, une espèce de chose qui effraie les petits-enfants, voire même le squelette, voire même l'homme comme il est, c'est-à-dire avec un début, une fin, comme c'est le cas dans ce livre où le petit enfant finalement se retrouve tout près
des os de son arrière-grand-père sans qu'il en soit totalement apeuré. Perturbé ou apeuré. Parlez beaucoup d'environnement aussi, puisque l'environnement est aussi en danger. Les forêts sont menacées également à Madagascar, comme un peu partout sur la planète d'ailleurs. Triste actualité, il y a plus de 1000 hectares qui sont partis en fumée dans un parc naturel à l'ouest de Madagascar ces jours-ci, ces derniers jours. Souvent dû, alors c'est des feux parfois volontaires, c'est aussi dû à la culture sur brûlis. Vous savez que traditionnellement, pour faire de l'engrais, on utilise le bois brûlé, le charbon, qu'on dissémine après sur les terres. Et puis, il y a aussi, notamment comme fléau à Madagascar, le trafic du bois. Le trafic du bois de rose, qui est un scandale dans ce pays, qui continue d'ailleurs d'être réalisé sur certains coins de Madagascar. Et quand on survole Madagascar, l'île Rouge aujourd'hui, eh bien, on se rend compte que cette île qui était autrefois extrêmement boisée, l'un des poumons du monde, et notamment de l'Afrique, aujourd'hui complètement déforesté, je dirais à 80%. Bon, une petite question, François-Xavier, vous racontiez, c'était votre métier de journaliste, vous racontiez des histoires de l'actualité aux adultes. Là, vous racontez des histoires aux enfants. C'est pourquoi? C'est parce que finalement, c'était plus facile d'appréhender tous les pans de cette culture en passant par l'histoire au niveau des enfants, ou simplement vous avez Non, tout simplement parce que moi, je suis comme tout le monde. J'ai été influencé par des maîtres, et les maîtres, pour moi, c'est Saint-Exupéry, c'est Le Petit Prince. C'était aussi des journalistes, écrivains, et que quand j'étais à Madagascar, parce que j'ai écrit ce conte à Madagascar il y a une dizaine d'années, même plus, en 2006, à l'époque où Ravalomanan a été réélu. Voilà, vous étiez correspondant. Eh bien, j'étais dans ma petite chambre à Faravoch, c'est un quartier de Tana que beaucoup de Malgaches connaissent. Et puis, j'avais envie d'écrire une histoire en revenant de reportages déjà Afmanir. J'avais envie de raconter une fable, quelque chose qui puisse à la fois rendre hommage à ce pays et puis donner un message écologique, environnemental très important dans ce pays particulièrement touché. L'Arbre des voyageurs, François-Xavier Freland, aux éditions Magellan et compagnie, roman jeunesse, auquel on peut penser. C'est à partir de quel âge? Alors de 8 à 7 à 10 ans, mais vous pouvez les lire à vos enfants, ça s'écoute très bien. Ça se lit très bien, merci.